Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais aujourd'hui poursuivre, je vous rappelle ici une liste des concepts fondamentaux des linguistiques cognitives que j'avais présenté au premier semestre. J'ai surligné en rouge là, les points que nous avons déjà examinés. Alors aujourd'hui, et pour quelques séances, nous allons travailler sur la question de l'analogie, en rapport avec la question de l'iconicité. Et ce que je vais essayer de vous montrer sur plusieurs séances, c'est que en réalité, le processus analogique regroupe, en fait, est sous-jacent, l'analogie comme processus cognitif est sous-jacent à bien d'autres concepts des linguistiques cognitives. L'iconicité, je viens d'en parler. Ce qu'on appelle parfois l'isomorphisme, mais qui est une sous-catégorie d'iconicité. Les schémas, d'ailleurs, le simple fait d'abstraire, le Langacker parle comme ça de schemas, et chez Lakoff, on a aussi des choses comme ça. Mais c'est simplement un processus d'abstraction qui est en fait un moment du processus analogique. La métaphore, c'est très très évident, le blending aussi, et puis ce qu'on appelle les constructions dans les grammaires de construction. Disons que l'intérêt, la façon dont un certain nombre d'auteurs qui s'inscrivent dans le cadre des grammaires de construction, la façon dont ils utilisent les constructions peut, dans certains cas, être vu comme appartenant à la catégorie des processus analogiques. Et au fond, si vous voulez, je pense que j'aurais peut-être pas tout à fait le temps, peut-être simplement en conclusion de ce cours, mais pour moi, il y a vraiment deux processus cognitifs fondamentaux. Alors, entendons-nous bien, des processus cognitifs, c'est-à-dire ce sont des processus cognitifs généraux qui sont utilisés dans les pratiques linguistiques, dans le développement du langage, dans l'utilisation des langues, etc. Ces deux processus cognitifs fondamentaux sont d'une part l'analogie. Ce qu'on va voir là, c'est que l'analogie, c'est un processus cognitif d'identification à partir d'une similarité, mais je vais insister longuement là-dessus. Et de même que la similarité, la relation de similarité permet le processus d'analogie, eh bien la relation de contiguïté permet un autre processus qu'on peut appeler un processus de synthèse, qui va cette fois-ci vers une unification, c'est-à-dire la construction d'une unité à partir de plusieurs entités qui sont en relation de contiguïté. Mais j'y reviendrai. En gros, et donc un certain nombre d'analyses des linguistiques cognitives peuvent être en réalité comprises comme des spécifications de ces deux grandes fonctions générales. Bon, alors il n'y a pas que cela, mais disons que, parce qu'il y a bien sûr tout la mémoire, l'attention, le mind reading, enfin disons le fait de pouvoir détecter des intentions de communication chez autrui. Il y a d'autres facteurs cognitifs très très généraux qui entrent aussi en jeu, mais disons ceux qui sont pertinents pour l'analyse linguistique. Si vous voulez, il est certain que par exemple la mémoire comme processus cognitif est indispensable à l'exercice du langage et à l'apprentissage du langage. On ne peut pas, des langues, on ne peut pas imaginer quelqu'un, si quelqu'un par exemple a une maladie qui lui, Alzheimer ou peu importe, une maladie qui trouble les fonctions mémorielles, les fonctions de mémorisation, le langage va en être affecté. Mais on voit bien que c'est un processus cognitif, c'est une fonction cognitive de la mémoire tellement générale que c'est pas, qu'est-ce qu'on ferait de la mémoire en linguistique, à part à la limite travailler sur les anaphores qui rappellent quelque chose qui a été en mémoire. Ça, oui, on peut l'intégrer comme ça, mais c'est extrêmement limité ce qu'on peut faire du concept de mémoire, du processus de mémorisation, de récupération en mémoire. On ne peut pas en faire grand-chose en linguistique, bien que ce soit l'attention. Alors là aussi, peut-être, il y a un rapport en linguistique avec des phénomènes comme la saillance. Voilà, la saillance, c'est quelque chose qui va vous attirer votre attention sur quelque chose. Donc ça a un rapport avec l'attention. Mais ce sont des choses très circonscrites à l'intérieur des langues, alors que d'autres processus cognitifs
comme précisément donc l'analogie en premier lieu et en second lieu les processus de synthèse ou de fusion. Ces processus-là ont vraiment un impact direct dans les langues et jouent un rôle absolument considérable. Donc, on va s'intéresser à l'analogie. Alors, d'une manière générale, il y a toutes sortes de raisons. Alors, je vous en parle avec d'autant plus de plaisir que c'est quand même mon sujet de recherche de spécialité, mais comme je sais, j'en parle au séminaire, donc, mais vous êtes très peu nombreuses à être au séminaire, donc je me permets de redire des choses que vous avez déjà entendues pour ceux d'entre vous qui suivaient un autre séminaire que le mien, mais c'est une chose que j'ai beaucoup développée dans ce cadre-là. Donc je m'intéresse particulièrement aux contreparties linguistiques, si vous voulez, de l'analogie. Donc, mais il y a toutes sortes de raisons, comme ça, même indépendamment de la problématique des linguistiques cognitives, pour s'intéresser à l'analogie. Alors, si on en donne d'abord une petite définition minimale, en disant simplement, on va dire que des choses sont analogues quand elles ont des propriétés communes. Donc là, on ne fait pas trop de différence entre analogie, similarité, ressemblance. Hein, tout ça est à peu près équivalent. Mais on verra ensuite qu'on peut établir une différence importante et intéressante entre analogie et similarité. Donc, soit deux structures ont des propriétés communes, ou deux entités ont des propriétés communes, soit des relations entre des parties d'une structure sont identiques ou similaires à des relations entre des parties d'une autre structure. Et on a dans ce cas-là la formule canonique de l'analogie, A est à B ce que C est à D, ou X est à X', ce que Y est à Y'. Ça, c'est une sorte de définition de départ qui indique qu'il y a quelque chose comme l'analogie est une relation ou met en jeu une relation qui est la relation de similarité. Alors, la première des raisons pour lesquelles c'est extrêmement intéressant comme sujet, l'analogie, c'est que quand vous sortez un petit peu du champ strict de la linguistique, vous vous rendez compte que dans de très nombreux domaines, l'analogie joue un rôle considérable. Elle joue un rôle, bon, là on pourrait passer des heures à développer, j'ai fait il y a des années un séminaire sur l'analogie qui était vraiment pluridisciplinaire, où des gens, des mathématiciens, des juristes, des historiens venaient pour parler de leur conception de l'analogie, et c'est effectivement un concept qui apparaît dans de très nombreuses disciplines. Alors, dans le droit, c'est très classique, hein, parce que, si vous voulez, la loi ne peut pas enregistrer tous les cas particuliers. Donc, en général, vous jugez un cas particulier par sa similarité. Donc, c'est là où il va y avoir de l'analogie, avec un cas déjà prévu par la loi. En philosophie, bon, bien sûr, il y a de nombreux travaux dans le domaine, en particulier en relation avec la théologie dans la philosophie médiévale. Par exemple, c'est un sujet qui a été très très commenté au Moyen-Âge en raison d'une solution trouvée par saint Thomas d'Aquin à la question de savoir comment parler de Dieu. Par exemple, si vous dites Dieu est bon, Dieu est grand, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre ce prédicat? Alors, est-ce que la bonté de Dieu est identique à la bonté de l'homme? Non, sinon ce serait ramener Dieu au monde humain. Donc la bonté de Dieu a quelque chose qui est foncièrement différent de la bonté humaine. Mais d'un autre côté, si on considère que la bonté de Dieu se situe dans une espèce de monde divin sans aucun rapport avec la bonté des humains, il y a quelque chose qui ne va pas non plus, parce qu'on ne voit pas pourquoi les humains seraient bons par imitation de, je sais pas, Jésus-Christ, Dieu, etc., s'il n'y a pas de lien. Alors, la solution technique de théologie qu'a proposé saint Thomas, c'est de dire qu'il y a une analogie entre la bonté humaine et la bonté de Dieu. Et donc, ça a déclenché une sorte de recherche théorique dans le cadre de la théologie, sur les propriétés de cette analogie, les types d'analogie.
ensuite, il y a eu tout un développement sur ce qu'on appelle l'analogie de l'être en philosophie. Bon. Donc ça, il y a un rapport entre philosophie et théologie. Dans le contexte musulman, il y a un lien entre théologie et droit. Par exemple, bon, là, l'analogie est clairement théorisée dans les cultures musulmanes via le concept qu'on appelle de qiyas. Alors, je le prononce sûrement très mal, mais c'est la traduction du mot analogie. Parce que, si vous voulez, pour gérer, donc encore là, c'est le rapport donc plutôt entre théologie et droit, pour gérer concrètement le rapport entre le texte religieux et les pratiques réelles, un certain nombre de théologiens musulmans ont recours à l'analogie. C'est une énorme tradition, hein. Certains la refusent, mais bon, là, quand même, ça fait partie, enfin, beaucoup l'acceptent, et puis ça fait partie de la tradition de la théologie de l'islam. Tout simplement parce que le Coran écrit, par exemple, le fidèle ne doit pas boire de vin. Bon, d'accord. Mais le fidèle ne dit rien sur, je sais pas, la bière, la cocaïne. Bon. Alors, est-ce qu'un bon musulman a le droit de prendre de la cocaïne ? La théorie de l'analogie va vous expliquer pourquoi il y a une analogie entre le vin et la cocaïne, parce que le vin, je sais pas moi, l'ivresse, hein ? Voilà, c'est ça. L'ivresse provoquée par le vin est analogue à l'état d'esprit, disons, enfin, l'état d'humeur provoqué par la cocaïne. Hein. Donc on a une analogie. Alors c'est comme ça que le texte, le texte du Coran, en dépit du fait qu'il soit limité à décrire un certain nombre de cas particuliers, hein, ne pouvant pas être suffisamment prescriptif pour l'ensemble des comportements des musulmans, eh bien, il y a cette théorie de l'analogie. Alors, évidemment, il y a bon, c'est hors sujet, mais je le dis vite fait, il y a un conflit à l'intérieur de l'islam entre les littéralistes, enfin ceux qui voudraient qu'on lise le Coran à la lettre, et donc qu'on a tendance à comprendre comme des gens très rigoristes. Et puis, alors souvent, ceux-là refusent l'analogie. Et puis ceux donc qui acceptent l'analogie. Mais si vous êtes rigoriste vraiment, bah, en bon musulman, vous ne buvez pas de vin, mais vous pouvez boire n'importe quoi. Hein. Donc il y a une sorte de contradiction là-dedans. Bon, cette contradiction existe si on joue à prendre les choses au pied de la lettre. Mais évidemment que si on cherche à maximaliser les interdits à partir d'un texte religieux, on comprend bien que ceux qui refusent l'analogie peuvent le faire par d'autres moyens. Par exemple, les affaires autour du voile. Hein, on voit bien que, je sais pas, le voile dans le Coran, ça peut signifier une tenue digne, par exemple. Enfin, pas. Mais, et donc, cette tenue digne, elle peut être, par analogie au voile à proprement parler, elle peut être respectée par n'importe quelle tenue. Je veux dire, où on n'est pas à moitié nu dans les rues, etc. Enfin, voilà. Bon, donc. On peut imaginer toutes sortes de choses, mais en tout cas, ça a joué. L'analogie est théorisée au sein de la théologie de l'islam. Dans les sciences, l'analogie joue un rôle fondamental, mais parce que simplement un système d'équations, si vous voulez, c'est une analogie pour toutes sortes de cas particuliers. Bon, ça a été dans l'histoire des sciences, les historiens des sciences appellent ça l'analogie formelle, ça a été découvert à un moment donné, mais l'analogie joue aussi un rôle important, ça a été beaucoup commenté dans la découverte scientifique. Hein. Très souvent, les grandes découvertes scientifiques, les grands savants comme Poincaré, Einstein, etc., trouvent des choses par analogie. En psychologie, bon, je vais beaucoup en parler, donc je n'insiste pas pour l'instant. Dans les études littéraires, l'analogie joue un rôle considérable aussi, parce que, sans le savoir, souvent, les critiques littéraires, enfin, ou les gens qui font de l'analyse littéraire, cherchent à établir des analogies entre des types de textes. Des analogies qu'ils vont appeler des genres, par exemple, hein, ou des écoles littéraires.
Et qu'est-ce que c'est qu'un genre? C'est un type de texte qui se caractérise par un certain nombre de propriétés, et des textes vont être analogues du point de vue du genre, ou analogues du point de vue de l'école littéraire à laquelle ils appartiennent, ou du courant littéraire auquel ils appartiennent, etc. etc. On verra même quand on parlera d'iconicité que le rapport, enfin les études de stylistique sont très proches de problématiques liées à l'iconicité. Dans l'histoire, eh bien, voilà, tout simplement, vous savez bien que très souvent, à plus ou moins juste titre, on va étudier l'histoire pour essayer de comprendre notre situation contemporaine par analogie, justement. Hein. Vous avez dû entendre, enfin, ou voir passer toutes sortes de textes autour de la crise de 29. Est-ce que les grandes crises qui ont précédé la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, sont analogues aux grandes crises que nous vivons actuellement, avec l'idée sous-jacente que est-ce qu'on risque une troisième guerre, etc. etc. Bon. Donc j'arrête là, mais la psychanalyse aussi, hein, le rôle de l'analogie dans la psychanalyse. Bon. Et puis par ailleurs, ce qu'on va voir, mais ça je vais vous l'expliquer un peu en détail, il se trouve que les spécialistes de psychologie cognitive, un certain nombre de spécialistes de psychologie cognitive, voient l'analogie comme un processus vraiment central de la cognition humaine. Hein. Ce n'est pas un parmi d'autres, il est vraiment central pour toutes sortes de raisons qu'on va expliquer. Alors, il y a un lien entre ces deux choses. Hein. Il y a un lien. C'est sans doute parce que l'analogie est un processus cognitif central chez l'homme que l'analogie joue un rôle aussi dans toutes sortes de disciplines. Mais alors, ce qui va nous intéresser, nous, dans le domaine de la linguistique, c'est que si l'analogie est vraiment un processus cognitif central chez l'homme, il doit y avoir des contreparties dans le langage, donc des contreparties linguistiques, et c'est cela qui va nous intéresser. Donc, la question de l'analogie en linguistique, que parfois on appelle la linguistique analogique, c'est le repérage, la description, l'analyse de l'ensemble des relations analogiques ou des processus analogiques dans les langues et dans le langage. Alors, on va voir d'abord l'analogie comme processus cognitif. Ensuite, on verra en quoi ce processus est fondé sur des relations de similarité, mais quels sont les éléments entre lesquels cette relation existe. Et puis, je parlerai pour terminer des fonctions de l'analogie. Mais tout ça, ça nous prendra au moins 2 séances. Alors, première chose, bon là je donne une citation que j'aime bien donner parce qu'elle est assez synthétique, mais il y a des tas, c'est une parmi des dizaines, d'une citation qui montre, qui affirme, disons, hein, l'importance de l'analogie dans la cognition humaine. Donc c'est le texte de synthèse d'un projet qui est relativement récent, qui a, vous voyez, impliqué 9 universités, 200 publications, enfin bon, un gros projet autour de l'analogie, qui s'appelait, vous voyez, Humans, the Analogy Making Species. Donc, c'est vraiment pour eux, nous sommes une espèce analogique, hein, une espèce qui se caractérise par l'analogie. Ce qui ne veut pas dire que les animaux non humains n'ont pas les capacités analogiques, mais pas du tout au même degré que nous. Alors, voyons un petit peu cette déclaration. La capacité à produire des analogies est au cœur de la cognition humaine et c'est un mécanisme fondamental qui permet aux êtres humains de s'engager dans des opérations, dans des processus mentaux complexes comme la pensée, la catégorisation, l'apprentissage. Et en général, alors c'est ça l'idée, si vous voulez, l'idée directrice, la conception la plus générale de l'analogie, comprendre le monde et agir sur lui à partir d'une expérience antérieure. La capacité de percevoir une expérience nouvelle, un objet nouveau, une situation nouvelle ou une action nouvelle comme étant similaire à une plus ancienne, et ensuite d'agir d'une manière approximativement appropriée et ensuite de régler pour s'adapter à la nouvelle expérience, est d'une manière indubitable une des capacités qui font que l'être humain est vraiment à part des autres espèces animales. Donc vous voyez qu'ici, on a 2 traits définitoires de l'analogie. L'idée que, ça c'est la fonction, si vous voulez, générale de l'analogie, ça permet d'appréhender le nouveau à partir de la ressemblance avec ce qu'on connaît déjà. Donc on a des expériences qui viennent de ce qu'on a vécu, on a en mémoire un certain nombre de gestes,
de perception de toutes sortes, etc. Donc aussi bien sur le plan sensoriel que sur le plan moteur. Et lorsque nous rencontrons un événement quelconque, notre contact expérientiel avec cet événement se fait en allant chercher ce que nous avons en mémoire. Et donc, si on trouve quelque chose, on cherche quelque chose de similaire à ce qu'on est en train de vivre. Alors ça, c'est le premier aspect, c'est appréhender le nouveau à partir de ce qui est déjà connu, appréhender l'inconnu à partir du connu. Mais il y a là un autre aspect que j'approfondirai un petit peu moins, mais j'y insiste. Vous voyez, cette idée d'approximation. Ce qui est intéressant dans l'analogie par rapport à des modèles très, si vous voulez, très binaires, etc., c'est que l'analogie, c'est un processus où l'idée d'ajustement, de souplesse, de fluidité, il y a un grand spécialiste de l'analogie qui s'appelle Hofstetter qui parle de fluid analogy, des analogies fluides. C'est-à-dire qu'une analogie, c'est on va avoir un comportement basé sur une similarité avec un comportement déjà acquis, mais cette similarité ne va pas forcément être exactement pertinente pour s'adapter à la situation nouvelle. Et donc on va la régler un petit peu, pour l'adapter petit à petit. Et éventuellement, si la cible, si l'analogie n'était pas bonne, ben on va l'abandonner tout de suite, on va en chercher une autre plus adaptée, etc. Donc c'est un mécanisme avec des jeux de rétroaction qui sont importants et qui assurent, disons, une souplesse. Ce n'est pas un modèle mécaniste. Alors, ce qu'il y a comme information qu'on peut relever dans ce rapport de recherche, c'est que, d'abord, l'analogie, ça n'est pas un mécanisme indépendant. Dans la cognition humaine, vous n'avez pas une zone du cerveau qui s'occupe de l'analogie. C'est un mécanisme émergent qui a besoin d'un certain nombre de mécanismes élémentaires qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors, les fonctions exécutives, c'est la mémoire, l'attention, les capacités d'inhibition, par exemple, qui sont très importantes pour l'analogie. Et c'est cela qui... Alors, aujourd'hui, les spécialistes de psychologie cognitive qui travaillent sur l'analogie le font à la fois avec les enfants et avec les personnes âgées, pour voir comment les capacités analogiques se mettent en place peu à peu, et comment elles régressent, elles dégénèrent avec la vieillesse, des maladies, etc. Et donc, si vous voulez, très souvent, par exemple, les capacités de mémorisation, il y a la flexibilité cognitive aussi qui est très importante parmi les fonctions exécutives qui permettent les analogies. Et certaines de ces fonctions, en particulier chez l'enfant, ne sont pas tout à fait opératoires, ne sont pas complètement élaborées. Donc, c'est ça qui les rend inaptes à produire certains types d'analogies. Donc, c'est quand même c'est quand même quelque chose aussi qui se développe, mais qui se développe peut-être à partir de quelque chose de plus ou moins inné, mais en tout cas qui n'est pas spécifique au langage. Parce que on ne l'a pas dit ici, mais je veux dire là pour l'instant, on est en train de parler de l'analogie en général dans la cognition humaine. Et ce qu'on va considérer comme étant susceptible d'être analogue, c'est une situation à une autre situation, qu'elle soit linguistique ou pas. Bon, les processus analogiques influencent les processus perceptifs, ça paraît assez évident. L'analogie joue un rôle important dans la récupération des informations mémorisées. Souvent, vous récupérez mieux si vous avez des analogies qui sont, disons, si vous savez gérer la similarité dans votre mémoire. Les analogies transfèrent les émotions associées, c'est-à-dire que si vous avez... c'est très très évident, mais disons que ça a été montré dans ces travaux. Si vous avez un souvenir, mettons, qui est douloureux, qui est pénible, désagréable, et que vous avez une situation nouvelle qui a une similarité, et donc vous faites l'analogie avec cette expérience antérieure qui était vécue comme désagréable, eh bien, cette émotion associée va être transférée à la situation présente. Mais ça fait partie des choses que chacun connaît bien. Et alors, le point très important, c'est l'idée que l'analogie, ce n'est pas du tout un processus seulement conscient, volontaire.
c'est totalement automatique. On en fait en permanence des centaines par, je sais pas, par heure, sans s'en rendre compte, et notre cerveau fonctionne comme ça. Alors, la présentation que je vais vous donner vient d'une chercheuse, Deirdre Gentner, vous voyez ici, qui a fait le chapitre sur l'analogie dans le manuel de sciences cognitives publié chez Blackwell, là, et elle est vraiment, alors je ne vous la donne pas au hasard, hein, c'est parce que c'est vraiment l'auteur qui est toujours cité comme étant l'auteur de référence sur le concept d'analogie en psychologie cognitive. Hein. Tout le monde repart de Gentner, qui a mis en place un certain nombre de choses assez incontestables hein, du point de vue général, hein, mais c'est elle qui a vraiment inauguré la recherche en psychologie cognitive dans ce domaine. Alors voilà comment se présente une des façons de présenter ce modèle de base qu'on appelle la Structure Mapping Theory. Donc, alors c'est toujours pareil, le mapping, on ne sait pas traduire, hein, mais bon, SMT, on va dire, on peut dire SMT pour cette dénomination, mais c'est une théorie de l'analogie. Alors, vous voyez que dans ce petit schéma, vous avez donc les carrés représentent des objets, des entités, et les ronds des relations. Et donc, vous pouvez même avoir des relations entre des relations. D'accord ? D'ordre de méta-relations, si vous voulez. Et alors, l'analogie consiste à avoir donc, une source, base, hein, une base ou une source, qui est mémorisée, qui est disponible en mémoire. D'accord ? Qui contient aussi, dans la source, elle contient tous ces éléments grisés. Bien. Et vous rencontrez une situation nouvelle qui est la cible. Bon, donc simplement, l'idée de Gentner, c'est de dire qu'il se fait une sorte d'alignement structurel entre la source et la cible, où on va essayer, dans ce qui est perçu de la cible, de mettre en correspondance tout ce qui peut être similaire. Donc, on va avoir éventuellement des similarités entre des objets constituant chacune des structures, mais des similarités aussi entre les relations, qui sont souvent les plus importantes. Et puis il va y avoir là, par exemple, un aspect de la cible qui est complètement, qui est sans rapport avec la source, et puis des aspects de la source qui sont sans rapport avec la cible. Alors, j'ai donné ici un exemple d'analogie entre le système cardiovasculaire et un système hydraulique avec une pompe. Donc, la source, l'élément déjà connu, base ici, c'est un système avec de l'eau et une pompe. Hein, et puis ce que vous cherchez à expliquer, mettons vous êtes prof de sciences naturelles dans un collège, vous essayez d'expliquer le système cardiovasculaire à partir de cette analogie. Alors vous allez avoir des éléments, donc des petits carrés là, les objets hein, de source et de la cible qui vont être mis en parallèle. Donc le cœur va être assimilé à la pompe, va être en relation de similarité avec la pompe, les artères avec les tuyaux du système hydraulique, le sang avec le liquide qui circule dans le système hydraulique. Donc ça va être toutes sortes de petites entités de la source qui vont être en relation avec la cible. Mais il va y avoir aussi au niveau des relations, hein, des choses qui vont être également en relation de similarité. La relation entre le cœur et le sang est similaire à la relation entre la pompe et le liquide. La relation entre le sang et les artères est similaire à la relation entre le liquide et les tuyaux du système hydraulique, etc. D'accord ? Donc, vous avez un mapping, donc une projection structurelle qui se fait entre les deux éléments de structure. Alors là où ça commence à être intéressant, c'est quand, tout d'un coup, vous remarquez, là vous êtes parti de ce point petit a. Okay, il y a un certain nombre de parallélismes, si vous voulez, évidents, qui sautent aux yeux et qui justifient la mise en relation de cette source et de cette cible. Et puis tout d'un coup, vous vous dites, mais tiens, il y a cet élément-là, ici, dans ma source. Est-ce qu'il ne serait pas aussi dans la cible ? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez faire l'hypothèse que quelque chose qui n'est pas
immédiatement apparent dans la cible, va peut-être pouvoir être découvert à partir de la source. Alors, exemple, si on ajoute dans le système hydraulique l'idée de la pression, hein, donc une sorte de relation entre des relations, d'accord ? Dans un système hydraulique, il y a de la pression. Bon. Quand j'explique mon système cardiovasculaire qui est analogue, donc à partir d'une relation d'analogie avec le système hydraulique, je ne perçois pas forcément tout de suite qu'il y a le problème de la pression qui va jouer dans cette circulation du sang, etc. Donc ça, je peux l'introduire ensuite et donc faire apparaître que il y a une analogie entre la pression artérielle et la pression dans un système hydraulique. Alors, je n'ai pas vérifié, mais je suppose que la découverte de la pression artérielle est postérieure dans l'histoire de la médecine, si vous voulez, à la découverte du fait qu'il y a du sang, que le cœur sert de pompe. Je pense qu'on a découvert plus tard la pression artérielle. Bon, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est évident. Donc c'est ça qui montre qu'au départ, on a fait une analogie entre le système cardiovasculaire et un système hydraulique, mais qu'on a développé cette analogie à partir d'une inférence, d'un élément qui était présent dans la source, qui n'était pas visible forcément immédiatement dans la cible, et qu'on a trouvé de cette façon-là. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que c'est cela qui vous montre que on peut découvrir des choses par analogie. Tout à l'heure, je vous disais, les scientifiques parfois découvrent des choses par analogie. Mais vous allez me dire, mais comment c'est possible si c'est basé sur la similarité avec ce qu'on connaît déjà? Donc, il y a ces deux aspects dans l'analogie qui sont toujours liés, qui sont indissociables. D'une part, l'analogie permet de ramener l'inconnu à du connu. C'est ce qu'on va voir avec, par exemple, la catégorisation, avec toutes sortes de phénomènes. Vous servez de votre expérience connue, et ce qui semble nouveau, vous le digérez comme étant du déjà connu. D'accord ? Ou alors ça vous aide. Mais il y a des cas où l'analogie vous permet d'approcher l'inconnu à partir d'une similarité avec le connu. Et pas seulement de résorber l'inconnu dans le connu, mais d'aller explorer l'inconnu à partir du connu, et donc de découvrir des choses nouvelles. C'est ce qui se passe dans cette schématisation-là. Hein. Dans un cas comme celui-ci, on peut considérer que cette inférence nouvelle de la cible vers la source est une découverte. C'est quelque chose qui n'était pas perçu avant et qu'on a découvert grâce à l'analogie. Donc l'analogie à la fois ramène l'inconnu à du connu, mais aussi peut permettre de la découverte. Et puis le dernier aspect, c'est que lorsque, disons qu'à l'intérieur il y a quelque chose que présuppose l'analogie comme processus, c'est qu'il y a l'abstraction d'une structure commune. C'est-à-dire qu'on peut, à partir du moment où un mapping a été fait entre deux ou plus structures, on peut supposer que cognitivement, on peut manipuler le trait commun, là, qui est en fait le cœur de la relation de similarité, finalement. Alors un exemple très connu, qui est l'exemple de l'analogie, ce qu'on appelle l'analogie de Rutherford, et donc qui est une analogie entre le système solaire et la structure de l'atome. Donc vous voyez que, alors le but ici, c'est on considère que le système solaire est quelque chose de connu, et on veut expliquer, dans un cadre, mettons, pédagogique, ce qu'est la structure de l'atome à partir d'une connaissance du système solaire. Alors là, c'est une sorte de description, alors, sous une forme un petit peu différente de ce schéma-là, mais ça revient exactement au même, une description des grandes propriétés caractéristiques du système solaire. Donc vous avez les planètes et le Soleil. Alors, quelles sont les relations et les attributs? Bon, une planète attire une autre planète. Le Soleil, il a comme propriété d'être jaune, bon, admettons, très chaud, gros, massif. Et puis là, vous avez des relations
entre le Soleil et les planètes, alors vous voyez que sujet-objet, SO, ça signifie sujet-objet, c'est-à-dire que ici, le sujet attire la planète attire le Soleil est plus gros que les planètes tournent autour du Soleil, le Soleil est plus chaud que les planètes. Bien, alors de cet ensemble de propriétés du système solaire sont retenues uniquement un certain nombre, vous voyez ces 4 relations-là, qui vont permettre l'analogie entre, d'une part, le Soleil et le noyau de l'atome, d'autre part, les planètes et les électrons qui tournent autour du noyau, et qui ont bien ces 2 propriétés d'attraction réciproque. Le noyau est plus gros que les électrons, le noyau tourne autour l'électron tourne autour du noyau, etc. Donc vous avez bien une relation d'analogie, mais où un certain nombre de propriétés ici ne sont pas retenues. Donc on peut dire ici que les électrons sont au noyau, ce que les planètes sont au Soleil, au noyau de l'atome, ce que les planètes sont au Soleil. Mais au fond, on peut aussi le formuler de cette manière-là, en disant qu'il y a une analogie entre l'atome et le système solaire. Et très souvent, on a des formulations binaires de l'analogie, mais qui très souvent présupposent ou sous-entendent des analogies de type proportionnel. Alors, à partir de là, à partir des travaux de Gentner, les choses se sont développées, et en psychologie cognitive, on s'est aperçu qu'il y avait 2 problèmes qui étaient traités d'une manière complètement différente. Un certain nombre de gens qui s'intéressaient à l'analogie, mais plus sous un angle conscient, c'est-à-dire le raisonnement par analogie. On va donner un problème à des gens et on va voir qu'ils vont trouver la solution en faisant un raisonnement par analogie. Et puis par ailleurs, on travaillait sur la question de la catégorisation sans voir les liens. Et un certain nombre de chercheurs, dont Hofstetter et un Français qui s'appelle Emmanuel Sander, ont commencé à défendre l'idée que, au fond, la catégorisation, au sens, on a vu jusqu'à présent, la catégorisation, qu'elle soit sous forme des conditions nécessaires ou suffisantes ou sous forme de prototype, est un processus analogique. Alors, voici la citation de Hofstetter. Le déclenchement d'une catégorie mentale déjà connue ou antérieure, disons, à partir d'un input quelconque, sensoriel ou plus ou moins abstrait, est toujours une analogie. Alors, on ne peut pas traduire en français analogy making. Alors pourquoi ? Parce que chaque fois qu'un stimulus active une ou plusieurs catégories mentales, il y a des glissements, donc ça rappelle cette notion de fluidité de l'analogie, puisque aucun membre d'une catégorie est précisément identique à une instance antérieure. Donc ça, c'est ce qui, rappelez-vous, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est ce qui justifiait la théorie des prototypes. Les catégories sont essentiellement fluides, des entités fluides. Elles s'adaptent à des stimuli et essaient de s'aligner. Et donc le processus de matching, de mise en correspondance, entre des catégories antérieures et de nouvelles choses qui sont perçues, eh bien, c'est de l'analogie par excellence. Donc là, il y a clairement cette affirmation, mais qui est développée qui est argumentée d'une manière technique, cette idée que la catégorisation, c'est de l'analogie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ce livre qui est apparu en 2013, assez récemment. D'ailleurs, Emmanuel Sander est venu au séminaire cette année, et il y a 2 ans aussi, au séminaire sur l'analogie. Donc, vous pourrez lire ça, c'est un livre assez passionnant et très qui parle de langage, mais du point de vue de non-linguistes, puisque eux sont des spécialistes de psychologie cognitive, mais ils ont un certain nombre d'argumentations très très intéressantes du point de vue linguistique, qui ne sont pas formulées de la façon dont des linguistes le formuleraient, mais ça reste extrêmement intéressant. Et c'est une synthèse, si vous voulez, récente quand même, sur toute cette problématique. Et le cœur de ce livre, d'ailleurs il y a l'équivalent,
ils ont écrit, parce que Hofstetter est américain, Sander est français, ils ont écrit les deux versions. Il y a le livre en anglais qui a paru aux États-Unis et en français, ils ont paru à peu près en même temps, ils les ont écrits en même temps. Et donc, l'hypothèse directrice, c'est qu'il y a catégorisation et analogie, c'est la même chose. Alors, quand vous vous souvenez de ce que Lakoff disait au sujet de la catégorisation, que sans catégorisation, on ne pourrait pas penser, que c'est vraiment le mécanisme central de la pensée, à partir du moment où vous dites que la catégorisation, c'est de l'analogie, c'est l'analogie qui devient le processus central de la pensée. D'où ce titre, hein, l'analogie, cœur de la pensée. Alors, c'est une petite citation encore de Hofstetter qui rappelle, enfin qui montre à quel point, pour lui, les processus analogiques sont centraux et à quel point on a pendant très longtemps parqué, disons, le concept d'analogie dans des problématiques très spécifiques et on n'a pas vu tout de suite l'importance que ça avait. Hein. Vous voyez que pendant longtemps, on a étudié l'analogie comme sous l'angle du raisonnement analogique et de la résolution de problèmes. C'est d'ailleurs toujours un peu comme ça que ça apparaît dans les manuels de psychologie cognitive. Hein. L'analogie, elle apparaît dans un chapitre sur la résolution de problèmes, etc. Donc, chose que Hofstetter considère comme un cliché, parce que, au fond, si ça n'était que cela, l'analogie, eh bien, ce serait bien loin d'être quelque chose qui est au centre de la pensée humaine. Hein. Et donc, vous voyez, cette déclaration, hein, pour moi, l'analogie, c'est pas une toute petite chose, hein, c'est vraiment le bleu qui remplit le ciel de la cognition. Hein. Analogy is everything. Hein, c'est un peu exagéré, mais disons que ça vous montre une position très très forte sur l'idée que, disons, on puisse accorder une importance de premier plan à cette question de l'analogie. Alors, donc ça, c'est le premier stade d'unification, de relier la théorie du structure mapping avec la question de la catégorisation. Ça a été fait à partir de Hofstetter, Sander, bon, tous ces gens-là se connaissent très bien, Gentner, tout ça. Ensuite, il y a eu des travaux pour relier la question de l'analogie à la question de l'iconicité. Alors, l'auteur le plus intéressant et le plus important à ce sujet, c'est un auteur, alors là, beaucoup moins connu, enfin connu quand même dans le milieu de la linguistique et de la philosophie du langage, qui s'appelle Esa Itkkonen, donc c'est un homme, mais c'est Esa, E-S-A, je précise c'est un homme parce que Esa, les Français entendent souvent un prénom féminin. Alors Esa Itkkonen, donc, qui a écrit un livre intitulé L'analogie comme structure et processus, et où il analyse un aspect de l'iconicité, en particulier, donc, je vais vous expliquer ce que c'est, mais l'iconicité diagrammatique, comme étant un cas d'analogie. Et puis, dans des travaux plus récents, on a pu montrer que l'iconicité d'image, un autre type d'iconicité, relève également de l'analogie. Et il faudra que je vous expliquerai ces notions d'iconicité. Alors, on peut peut-être commencer un petit peu maintenant. Ouais, allez. Il me reste encore un tout petit peu de temps pour vous expliquer grosso modo la notion d'iconicité. Hein, parce que c'est quand même une notion qui est devenue très importante et qui fait partie, d'ailleurs je me demande si, oui, si elle était dans la liste des questions classiques de la linguistique cognitive. Donc, une linguiste importante pour la notion d'iconicité, c'est Olga Fischer de l'Université d'Amsterdam, qui est une linguiste angliciste, et qui a depuis des années organisé alors il y a à la fois un colloque tous les 2 ans sur le thème Iconicity in Language and Literature, donc à la fois sur la linguistique et sur la littérature, le rôle de l'iconicité, et puis elle a une collection chez Benjamins qui publie régulièrement des tas de livres sur l'iconicité, donc elle a fait un travail d'une grande régularité, d'un sérieux absolument irréprochable. Et la problématique de l'iconicité, grâce à elle notamment, s'est vraiment développée. Donc vous voyez, la citation date des années 2000, donc là maintenant ça va faire bientôt 20 ans hein, qu'on travaille sur cette question, donc c'est quand même pas rien. Donc l'iconicité, c'est une notion sémiotique qui renvoie à une ressemblance naturelle ou une analogie, vous voyez, il y a la notion d'analogie, entre la forme d'un signe, donc le signifiant,
que ce soit une lettre, un son, un mot ou une structure de mot, ou même l'absence de signe, donc pour le signe 0, et un objet ou un concept, le signifié, auquel il renvoie dans le monde, ou plutôt dans notre perception du monde. Alors, vous voyez déjà que l'analogie, la définition de l'analogie contient, la définition de l'iconicité contient le concept d'analogie. L'iconicité est vue comme étant fondée sur une relation d'analogie. Mais une relation d'analogie entre signifiant et signifié, autrement dit, on est aux antipodes de l'arbitraire du signe saussurien. Et ça fait des années, 20 ans, qu'on travaille à montrer ces relations entre signifiant et signifié. Alors, il ne faut pas, bien sûr, qu'il y ait de malentendus. Ça n'est pas, il n'y a rien d'anti-saussurien, au fond, dans le fait d'analyser, de travailler sur la question de l'iconicité. Parce que chez Saussure, il y a un refus. Disons que le principe de l'arbitraire est lié à une certaine vision du système de la langue comme système de valeurs. Mais dès que il y a une autre conception du système chez Saussure, qui est la conception du système comme mécanisme de la langue, c'est-à-dire la systématicité interne, d'où la motivation relative, par exemple. Et alors là, il n'y a aucune objection dans cette vision-là du saussurisme de voir de l'iconicité dans les langues. Là, il y a vraiment un malentendu, mais qui a été, disons, produit par les premiers spécialistes de l'iconicité. Ce n'est pas anti-saussurien de travailler sur l'iconicité. C'est juste un aspect de Saussure, c'est la langue comme système auto-organisé, enfin, pas auto-organisé, mais comme système qui a son ordre propre, et pas comme système de valeurs. Alors, à partir de là, il y a deux types donc à partir de cette définition, où on a une similarité entre la forme du signe et les objets ou concepts auxquels réfère le signe, il y a deux types d'iconicité qui peuvent être distingués. L'iconicité d'image. Alors, dans ce cas-là, on a des traits communs entre le signe et l'objet auquel il réfère. Autrement dit, par une inspection directe, par un examen direct du signe iconique, on a des informations sur l'objet. Et ça, c'est l'iconicité d'image. Et le signe est appelé une icône ou une icône-image, etc. Alors, l'exemple, c'est le portrait ou l'onomatopée. Un autre exemple, c'est le pictogramme. Les pictogrammes, par exemple, il est bien connu que dans les aéroports, on indique les toilettes hommes et femmes par des pictogrammes et pas, je veux dire, en écrivant le nom homme-femme dans les langues où se trouvent les aéroports, parce que sinon on aurait des gros problèmes de compréhension. Et ces pictogrammes sont en principe faits pour être universellement compréhensibles. Donc en voyant le signifiant, qui va être un dessin. Alors après, on peut regarder de près. J'avais fait ça une fois, ce petit travail de regarder un peu les pictogrammes hommes-femmes. Il y en a certains qui sont très différents et certains pour lesquels vous pouvez avoir des doutes. Alors je ne parle pas du troisième genre, enfin d'autres genres, des personnes A-genre, etc. Enfin, il faudra inventer un nouveau pictogramme, mais là, bon courage. Bon, en tout cas, pour l'instant, il y a ces deux pictogrammes et vous voyez bien que le signifiant est directement porteur d'informations. Donc il y a bien un lien. Dans le portrait, c'était l'exemple de Peirce, puisque tout ça vient de Peirce, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. Un portrait, c'est intéressant à condition qu'il ressemble à la personne qui est représentée, la personne réelle qui est représentée sur le portrait. Si vous avez le portrait de la femme ou de l'homme que vous aimez sur votre bureau, et que c'est un portrait qui n'est pas du tout ressemblant, l'intérêt, on serait d'accord, est relativement limité. Donc il faut qu'il y ait cette similarité, cette ressemblance pour que cela fonctionne comme icône. Et puis dans le cas de l'onomatopée, bon, bah voilà, le tic-tac, qu'est-ce que je vais... le tic-tac de l'horloge, le coucou, voilà, le coucou...
qui fait le bruit coucou. Alors depuis, il y a des gens qui ont analysé les sons produits par les oiseaux pour voir les ressemblances avec les gens qui prononcent le mot coucou. Enfin, c'est allé très très loin, hein, cette analyse, mais ça, les choses sont plutôt confirmées. Donc ça, c'est une analogie binaire entre deux éléments. Pardon. Et zut. Il faut, oui. Bon, écoutez, je suis désolé, je vais m'arrêter ici parce que, en fait, j'ai un comité de sélection, donc il faut que j'aille à une réunion et c'est à Serpente. Donc, je vais m'arrêter là. Je reprendrai sur la question d'iconicité la semaine prochaine. Hein. Merci de votre attention.